Donc aujourd'hui, nous allons aborder le comment mesurer le plan d'action avec des indicateurs afin de réajuster nos actions, de penser à aller demander des plaidoyers ou de nous poser des questions. Est-ce qu'on a choisi la bonne activité? Est-ce qu'on a bien priorisé le problème? Est-ce que vous me recevez? Oui, moi je vous Ok, reçois. super. Vous voyez l'écran? OK. Donc aujourd'hui, on est toujours dans la continuité de ce qu'on a train de faire depuis ces 2 derniers jours. On est parti d'un problème de santé communautaire pour aboutir à une bonne formulation. Ensuite, on a vu comment partir de cette formulation-là pour avoir un objectif SMART. Donc, quand on a un objectif SMART, il y a des activités qui en découlent et ces activités-là, on va devoir les évaluer. Quelqu'un peut nous dire pourquoi est-ce qu'on doit évaluer nos activités, que ce soit en cours de route ou bien à la fin du projet, pourquoi est-ce qu'on doit évaluer nos activités? On peut donner la parole à Monsieur Akwete. Oui, alors bonsoir. Alors, c'est que vous me recevez? Oui, Je vais te allez-y, rejoindre. allez-y. Ah, ok. Et l'évaluation à mi-chemin, bien à la fin du projet est important pour pouvoir voir des ajustements si possible et s'il faut d'autres besoins, ou bien s'il faut apporter d'autres acteurs dans le projet pour combler peut-être certains vides qu'on a remarqués en cours de chemin. Merci. D'accord. Quelqu'un d'autre peut nous apporter quelque chose? J'ai levé la Ah, main. Je peux Oui, aller. Madame Fifame. OK. Comme Monsieur Akwete l'a dit, d'abord, il est important d'évaluer les activités pour s'assurer tout d'abord que ces activités-là sont effectivement réalisées et voir s'il y a des ajustements à apporter au cas où il y a des insuffisances ou bien ça n'atteint pas l'objectif qui ont été fixés. Donc, vraiment, l'évaluation des activités est vraiment cruciale pour pouvoir avoir l'impact souhaité pour un projet. Merci beaucoup. OK. Donc, comme vous l'avez si bien souligné, l'évaluation des activités nous permet, que ce soit à mi-chemin ou à la fin du projet, ça nous permet, si c'est fait à mi-chemin, d'adapter nos activités, d'ajuster ce qu'on a prévu en fonction des réalités du terrain, de voir comment est-ce qu'on peut mieux utiliser les ressources pour aller vers l'atteinte de cet objectif. Et à la fin du projet, ça nous permet aussi de voir est-ce qu'on a réussi notre projet, est-ce qu'on a pu atteindre nos objectifs ou est-ce qu'on a besoin de mettre encore en place un nouveau plan d'action. Donc, je vois, il y a Mme Cressel qui ajoute qu'on évalue pour voir si on est en train d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au départ ou s'il y a des ajustements à faire pour la suite. Oui, c'est exactement ça. Maintenant, comment est-ce que vous pensez qu'on peut évaluer un projet? Est-ce que celui qui a commencé le projet va juste se lever un matin et dire, OK, j'ai atteint mes objectifs? Ou bien comment est-ce que vous pensez que on doit évaluer un projet de manière objective? Pardon, Monsieur Serge, il y a beaucoup d'autres réponses qui sont dans le chat, si vous pouvez les regarder. OK, il y a Monsieur Herman qui disait, pour savoir si nous sommes dans la bonne direction pour le suivi par rapport à notre objectif, l'évaluation permet de voir le niveau auquel on est par rapport à notre objectif et réadapter aux besoins. Madame Caramel aussi qui ajoute que l'évaluation permet de vérifier si nous suivons ce que nous avons prévu. Tous ces éléments sont vrais et ça apporte l'importance et ça souligne qu'il est incontournable d'évaluer un projet aussi bien dans
dans son déroulement qu'à la fin de ce projet-là. Donc, la question actuelle, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va utiliser pour évaluer un projet de manière objective, efficace et très simple. Je vois dans le chat, il y a M. Eman qui nous dit avec des indicateurs et M. Simbala qui dit avec des indicateurs aussi. Et exactement, on va évaluer un projet avec des indicateurs. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur quels indicateurs on peut utiliser de manière simple et adaptée à une zone communautaire, adaptée à un projet de santé communautaire. Un indicateur, c'est quoi? On va faire comme on a fait hier, donc on ne va plus utiliser le vocable parce que ça va nous faire perdre du temps et euh, ça pourrait nuire aux interactions du groupe. Donc je vois quelqu'un dire un indicateur, c'est une mesure, oui, exactement, ça c'est à mesurer. Quelqu'un d'autre a une autre réponse? Oui, Oui, il y a Madame Maria Mama qui dit qu'elle n'entend rien. Je crois qu'elle a un problème Ok. Si allô? on part avec du son principe micro à elle. qu'un Et je peux indicateur compter. est une mesure ou que ça sert à mesurer, dans un projet de Ça sert santé à rien. communautaire, entre les quatre propositions que nous avons là, selon vous, à quoi sert un indicateur dans un projet communautaire? Est-ce que ça sert à montrer qu'on a travaillé? Est-ce que c'est ça à mesurer qu'on a atteint l'objectif? Est-ce que ça sert à rédiger le rapport final ou est-ce que ça sert à obtenir un financement? Je vois la réponse. Il y a M. Simbala qui a dit ça sert à tout ceci. S'il vous plaît, bonsoir, je ne vous reçois pas, hein. Allô? Oui, essayez de faire des réglages à votre niveau parce que je pense que les autres reçoivent. Les autres reçoivent Essayez en fait, c'est ça le problème. de faire des réglages à votre niveau. Donc, j'essaie de faire un retour sur la réponse dans le chat. Euh, je disais, il y a Madame Tifamé qui nous disait que la réponse c'est c'est-à-dire rédiger le rapport final. Madame Mireille a mesuré si on a atteint l'objectif. C'est à mesurer si on a atteint l'objectif. Mais si on remonte en haut, il y a M. Simbala qui disait que ça sert à tout ceci, à tout ce qui est là. En effet, un indicateur, ça dépend de comment l'indicateur est utilisé. Sinon, l'indicateur peut remplir ces quatre rôles-là à la perfection. Parce qu'on peut l'utiliser, c'est une traçabilité, c'est une preuve qu'on a travaillé sur le terrain. Ça sert à mesurer notre objectif de départ, comme on l'a dit depuis. Ça nous sert aussi à rédiger le rapport final. Parce que dans notre rapport, on va dire, OK, on a travaillé et on a atteint notre objectif à 50%, à 80%. C'est toujours mieux que de dire, OK, on a juste atteint notre objectif. Dans un rapport, ce n'est pas assez précis. Obtenir un financement, oui, dans cette mesure où, au début de la séance, on a dit, lorsqu'on mesure un projet, lorsqu'on évalue un projet à la fin, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, c'est que le plan d'action est assez efficace, on a atteint l'objectif. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Deuxième possibilité, c'est que notre plan d'action a besoin d'être ajusté. Et quand on regarde les ajustements, c'est possible qu'on puisse faire ces ajustements-là avec les ressources qu'on a déjà à notre niveau. Là, il n'y a pas de problème. Quatrième possibilité, c'est possible aussi qu'on se rende compte que ces activités qu'on fait peuvent avoir des impacts plus grands si on réussissait à avoir des moyens financiers ou si on réussissait à avoir un soutien d'une autre organisation. Donc, avec l'indicateur qu'on aura, on ira vers les bailleurs de fonds, on va dire, OK, on a entamé un projet. Le taux de consultation au départ, c'était 2%. Avec nos activités, on a réussi à amener ça à 5%. Et on pense que si vous nous accordez tel montant, telle ressource, tel matériel, on peut l'apporter à 30% d'ici 7 mois. Donc, un indicateur, ça peut servir à faire tout ce qui est là. Montrer qu'on a travaillé, mesurer si on a atteint l'objectif, rédiger le rapport ou obtenir un financement.
Donc, ce soir, nous allons partir de notre objectif SMART. On voulait ramener le taux de consultation de 30% à 60% chez les mères d'enfants de moins de 5 ans grâce à 3 activités locales. Et on va prendre aujourd'hui comme repère, comme exemple de départ, juste le nombre de séances de sensibilisation organisées. Parce que si vous vous rappelez, hier, on avait planifié une activité qui était d'aller sensibiliser des relais communautaires et d'autres préféraient même qu'on aille sensibiliser directement ces mères-là. Dans tous les cas, ce sera toujours des séances de sensibilisation. Donc, ce soir, nous allons comprendre pourquoi l'indicateur tel qu'il est libellé actuellement est un indicateur insuffisant. Nous allons essayer de construire ensemble des indicateurs utilisables avec les ressources qui sont déjà présentes dans le centre de santé. Et nous allons aussi regarder avec nos expériences, avec le parcours de chaque personne, quels sont les outils accessibles. Et à la fin de la séance, il y a le facilitateur d'Anami qui va vous aider à vous mettre en groupe sur les projets, les thématiques auxquelles euh, vous voudrez participer pour la rédaction d'un plan d'action. Donc, avant qu'on aille directement, il faut qu'on distingue 3 niveaux dans tous les projets, que ce soit un projet communautaire, que ce soit un projet académique, que ce soit un projet national. Il y a toujours 3 niveaux à distinguer. Vous devez distinguer l'activité de son résultat direct et de l'impact que vous attendez à travers cette activité-là. L'activité, c'est quoi? Concrètement, c'est ce qu'on fait. C'est pour cela que dans la formulation de l'activité, on doit avoir un verbe d'action. On peut avoir formé, on peut avoir mené des séances de sensibilisation, on peut avoir organisé des séances de sensibilisation, on peut avoir faire des visites à domicile. Donc, c'est ce qu'on fait concrètement sur le terrain. C'est le niveau où on agit précisément sur une personne. Le résultat direct, c'est ce qui change immédiatement. Si je fais une activité, par exemple, qui est organisée, euh, une séance de sensibilisation, quel est le résultat qui sort directement de cette activité? C'est-à-dire, qu'est-ce qui change immédiatement à la fin de cette sensibilisation-là? Quelqu'un peut prendre la parole? Allô? Allô? Oui, Madame Fafami? Oui, on peut dire qu'à la fin de cette sensibilisation, si ce sont les relais ou bien les maires, ils posséderont la connaissance de, du contenu de la sensibilisation. Exactement. Merci beaucoup pour votre intervention. Il y a M. Kalab qui a ajouté que l'information est véhiculée à tous après une sensibilisation. Donc, le résultat direct d'une sensibilisation, c'est quoi? C'est qu'on fait passer l'information aux gens. OK, on vient vous informer que si votre enfant a la diarrhée, que vous l'amenez à l'hôpital, ce n'est pas que vous dérangez les gens, mais vous êtes en train d'utiliser un service de santé qui est mis à votre disposition. À partir de là, ils ont l'information. Maintenant, quel est l'impact attendu à partir de cette information? Quand je passe l'information, je dis aux gens, OK, le centre de santé est disponible. Quel est l'impact attendu? Bonsoir. Oui, salut. Oui, je Pardon, pense s'il vous que plaît. Euh, l'impact, l'impact attendu, c'est que le taux d'utilisation du centre de santé puisse augmenter, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont désormais fréquenter le centre de santé. Parmi ces personnes sensibilisées là, que ça augmente, c'est ce que nous attendons comme impact. OK, Merci. super. Donc, merci beaucoup pour votre interaction avec nous ce soir. Et je vois dans la euh, discussion que tout le monde est d'accord avec vous, pardon, que l'impact, pardon, c'est le s'il vous changement de plaît. comportement. J'aimerais Oui, signaler quelque chose, s'il vous plaît. oui, Si vous devez répondre aux questions, s'il vous plaît, veuillez lever la main, parce que si 2 personnes ouvrent en même temps leur micro, ce sera pas bien, s'il vous plaît. Veuillez lever la main, on va vous donner la parole et pour le bon déroulement de la session, il faudra lever la main et on vous donne la parole. Vous répondez. Merci beaucoup. Donc, si on revient sur ce qu'on disait, c'est que l'impact attendu, c'est le changement de comportement, comme tout le monde l'a signalé dans la discussion. Ce qui veut dire quoi? Quand je fais une action, il faut que je sois assez lucide, assez objectif pour distinguer le résultat direct de l'impact attendu. Parce que votre activité peut avoir un résultat et avoir de la difficulté
à donner l'impact que vous voulez. Parce que quand vous donnez l'information, ce qui est sûr, quand ils vont partir de là, ils ont l'information. Maintenant, l'impact, comme vous l'avez dit, c'est un changement de comportement et c'est là que d'autres choses peuvent intervenir. Quelqu'un qui a l'information, il peut accepter de suivre l'information. Quelqu'un d'autre peut ne pas suivre l'information ou quelqu'un d'autre peut bien vouloir suivre l'information, mais il y a toujours un cadre dans lequel c'est impossible pour cette personne-là de suivre l'information. Supposons par exemple si c'est son mari qui décide qu'elle amène l'enfant à l'hôpital ou pas, même si elle suit la sensibilisation, elle sait, elle est au courant que maintenant l'hôpital est accessible pour elle, mais ce n'est pas elle qui décide. Donc, on doit avoir un indicateur pour ces trois niveaux-là. Comme ça, on a de la traçabilité. Comme ça, après, on saura est-ce que mon activité a eu le résultat. Si mon activité a eu le résultat direct, ça veut dire le problème n'est pas l'activité, c'est peut-être au niveau du changement de comportement qu'il y a un autre levier d'action que je pourrais aller identifier. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre au niveau de l'activité, quel genre d'indicateur on peut utiliser. Au niveau du résultat attendu, quel genre d'indicateur on peut regarder. Au niveau de l'impact attendu, quel genre d'indicateur on peut regarder. Donc, au niveau de l'activité, si on prend comme activité former 5 relais communautaires à Tankouri, l'indicateur qu'on peut regarder, c'est le nombre de relais formés sur le nombre de relais prévus. Si je suppose que la formation de 5 relais va me prendre 30 minutes ou 1 heure et que je convoque les 5 relais et que j'ai une seule disponibilité dans tout le mois et que sur les 5, 3 relais viennent, ça veut dire que mon indicateur, c'est que 3 sur 5 relais ont pu suivre cette formation-là. Là, j'arrive déjà à tracer mon activité. Je sais déjà, est-ce que j'ai pu réaliser l'activité pleinement comme je le voulais ou est-ce que je n'ai pas pu atteindre la cible, c'est-à-dire l'objectif que je me suis fixé avec cette activité-là, est-ce que j'ai pu l'atteindre? Quand je prends le résultat direct, si on revient à nos activités d'hier, la manière dont moi je les avais organisées, c'est que moi j'avais proposé qu'on forme d'abord les relais et ces relais-là vont aller organiser maintenant les séances de causerie pour les mères d'enfants. Ce qui veut dire quoi? Donc, si j'avais réussi à former les 5 relais, j'aurais voulu, ou bien je les confie comme tâche, OK, quand vous partez d'ici ce soir, je voudrais que chacun organise au moins une causerie dans telle région, ou bien dans son village, ou dans sa zone, dans la zone à laquelle il est affecté. Mon indicateur, ce sera encore aussi simple, ce sera le pourcentage des relais actifs après la formation. Quand je dis pourcentage des relais actifs après la formation, ça veut dire le nombre de relais formés qui ont fait au moins une séance de causerie sur le nombre de relais formés au total. Cette information nous apporte aussi de la traçabilité. Comme ça, on saura après à quel niveau dans la chaîne d'action entre l'activité, le résultat et l'impact, à quel niveau est-ce qu'il y a eu un problème. L'impact attendu, comme on l'a dit, c'est le changement durable dans la population cible qui est lié à notre objectif SMART. Ici, ce qu'on veut, c'est que les taux de consultation lors des épisodes diarrhéiques des enfants passent de 30 à 60% dans nos communautés. Donc, à ce niveau, ce qu'on peut faire, au lieu d'aller calculer comme ce qu'on a là, on peut juste aller prendre le pourcentage des mères qui consultent depuis le jour où on a fait cette activité jusqu'au jour où on décide de faire notre première évaluation. On va voir est-ce que ce taux-là a évolué. Il y a des questions? Oui, il y a Madame Christelle Kemo qui a demandé, on parle souvent des impacts à long terme et des impacts à court terme. Qu'est-ce que vous pensez de cela? OK, quand on parle d'impact à long terme et d'impact à court terme, il faut qu'on revienne encore dans le contexte de, au départ, qu'est-ce que notre projet de santé communautaire veut changer? Si notre projet de santé communautaire veut répondre efficacement à une situation de potentielle épidémie, on doit s'attendre à des impacts à court terme parce qu'on veut réagir rapidement dans la situation où on est. On est en situation d'urgence, on veut que tout le monde réagisse, on veut que les comportements changent le plus vite possible. Par exemple, pendant la pandémie de la COVID-19, on n'a pas attendu 5 ans, on n'a pas attendu 3 mois pour imposer à tout le monde le port du masque. On n'a pas attendu 3 mois pour mettre des points de lavage des mains partout. On n'a pas attendu 3 mois pour instaurer une règle de distanciation sociale. Donc, l'impact est toujours lié
qu'il soit à court terme, moyen terme ou à long terme, sera toujours lié au problème qu'on veut résoudre. Si mon problème est un problème structurel et culturel, comme les problèmes d'excision ou de mutilation génitale dans certaines cultures, je ne peux pas m'attendre à résoudre ce problème-là à court terme, parce que c'est un problème qui est ancré dans la culture de la personne. C'est un problème qui peut nous prendre des années. Donc, l'impact à court terme et l'impact à court, moyen terme est lié au contexte dans lequel vous articulez ou vous formulez votre projet de santé communautaire. La personne a eu de l'éclairage par rapport à sa préoccupation. OK. Donc, si on part du fait qu'un indicateur mesure un résultat ou un impact, vous devez retenir que quand on met en place un plan d'action et qu'on a une activité, ce n'est pas seulement l'activité qu'on mesure. Parce que le fait que l'activité soit réalisée ne garantit pas que le résultat qui découle de cette activité-là a été transmis. Ça ne garantit pas non plus que l'impact attendu sera réalisé. Donc, l'indicateur mesure à la fois l'activité, le résultat et son impact. Et la question à travers laquelle on veut résoudre, on veut répondre avec un indicateur, c'est de se demander communautaire que j'ai identifié au départ est en train de se résoudre. Dès que j'ai la réponse à cette question, je peux maintenant m'orienter soit vers un ajustement de mon plan d'action, soit à une évaluation des ressources que j'ai, ou me tourner carrément vers une demande de support, par exemple, faire un plaidoyer ou prendre contact avec des bailleurs de fonds. Si on se met dans le contexte de santé communautaire et on se met, je vais dire spécifiquement sur un projet de santé communautaire qui doit être mené sur le terrain, quels sont les indicateurs ou quels sont les outils auxquels on peut avoir accès de manière plus simple? Vous pouvez écrire dans la discussion ou quelqu'un peut prendre la parole. Quand je parle d'exemples d'outils ou d'indicateurs, ça peut être des indicateurs que vous connaissez, que vous avez déjà utilisés ou que vous avez vu des gens utiliser dans certains projets de santé communautaire. On peut donner la parole à Monsieur Caleb, s'il vous plaît. Monsieur Caleb Felodi. Bon, pendant que M. Caleb se prépare, on va dire à M. Sabantiga de, de répondre à la question. Monsieur Sabantiga, ou bien Sabantiga, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame. Ok, il n'est pas là. Monsieur Caleb, Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour ce programme. Eh bien, pour moi, par exemple, dans un projet communautaire, par exemple, si c'est le problème identifié était au départ la fréquence de consultation des mères qui viennent avec leurs enfants souffrant du paludisme, pour évaluer ça, par exemple, voilà, et évaluer la fréquence toujours en pourcentage des consultations. Si les consultations diminuent, on va, ça veut dire que les enfants ne souffrent plus autant du paludisme qu'au départ. Bon, c'est mon point de vue.
Merci. Ok, ça veut dire que la fréquence peut être un indicateur en santé communautaire. Oui. Monsieur ou Madame Josaphat, vous avez quelque chose à nous ajouter? Et bonsoir à tous. Oui, C'est Monsieur Plutôt, hein. d'accord, super. Ok. Bon, merci beaucoup pour la parole accordée. Euh, Moi, en ce qui concerne outils pour suivre un projet, je peux dire ça en termes d'indicateurs, hein. Donc, Ça ne me dérange par pas. exemple, oui, je peux dire ça comme un indicateur. Donc, par exemple, si dans un projet de santé communautaire, on peut identifier un problème tel que le problème d'utilisation de moustiquaires imprégnés. Si on constate que les gens ne veulent pas utiliser le moustiquaire, ouais, maintenant, on va mettre les projets en place et pour suivre maintenant ces projets, c'est-à-dire on va chercher à voir les taux de personnes qui utilisent le moustiquaire imprégnés à l'issue du projet. C'est ça qu'on peut utiliser pour suivre maintenant notre projet. Ok. Merci. Donc, le taux d'utilisation, par exemple, peut être un indicateur. Pour revenir sur quelques réponses dans la discussion, je vois des outils comme un tableau de bord, un tableau de suivi des indicateurs. Oui. Je vois aussi des outils comme un questionnaire. C'est tout à fait possible. Des outils comme une fiche de comptage. Des outils plus avancés comme Kobo Collect, le registre communautaire, grille d'observation, grille d'évaluation, comme que cartographie communautaire, fiche de suivi. Donc, à travers toutes ces réponses, on se rend compte qu'il y a une multitude d'indicateurs possibles et ces indicateurs peuvent être utilisés à travers des outils diversifiés. Qu'est-ce que cela inclut? Ça inclut qu'il faut, dans un projet de santé communautaire, être capable d'aller identifier l'outil le plus adapté. L'outil le plus adapté, c'est le bon compromis entre efficacité, rapidité et moins de dépenses de ressources. Parce que, comme on l'a dit, le projet de santé communautaire, ce n'est pas un projet qu'on met en œuvre et on arrête toutes les autres activités du centre de santé. Les autres activités continuent. Donc, le projet de santé communautaire doit être efficace, moins consommateur de ressources, que ce soit ressources humaines, matérielles, et on doit être sûr que ce qu'on est en train de faire, on peut le tracer de manière objective. Tous ces indicateurs-là répondent à 4 critères généralement quand on veut les adapter dans un contexte de santé communautaire. La première chose, c'est que de manière mathématique, on doit devoir pouvoir traduire ça par un numérateur et un dénominateur. Numérateur, généralement, c'est quoi? C'est le nombre de choses qu'on a pu réellement faire dans le cadre de ce projet. Sur le nombre de choses, donc au dénominateur, le nombre de choses qu'on a prévues. Donc, en termes d'activité, si je prévois faire 10 séances de sensibilisation ou 10 visites à domicile, ça veut dire que mon dénominateur dans ce projet-là, ou un indicateur simple, par exemple, ce serait déjà 10. Si j'arrive à faire 5 sur les 10, ça veut dire que mon indicateur lié à cette activité-là serait 50% parce que ça fait 5 sur 10. Et un indicateur doit être toujours lié à un lieu précis et à une période définie. Parce que 50% sur 6 mois n'a pas la même définition que 50% sur un an. Toutes ces informations nous permettent d'avoir la traçabilité, de reconnaître l'efficacité et de voir comment est-ce qu'on peut optimiser notre plan d'action. Donc, en contexte de santé communautaire, comme je l'ai dit tantôt, on veut généralement un outil qui nous permette de collecter assez facilement l'information. Et ces outils-là, généralement, c'est quoi? C'est le registre de centre de santé, un tableau de suivi des indicateurs qu'on doit s'assurer de remplir à chaque fois qu'une activité est faite, et même un téléphone pour ceux qui ont cité des outils comme Kobo Collect, Google Form ou Comcare. L'autre chose, notre indicateur doit être directement lié à notre objectif. Si j'ai un objectif sur les visites à domicile et que j'ai un indicateur qui me renseigne sur le nombre de consultations à la journée, ce n'est pas un indicateur adapté. C'est vrai que c'est simple à collecter le nombre de consultations à la journée. On prend juste le registre et on peut voir le nombre de personnes qui sont venues. Mais est-ce que c'est adapté à mon outil? Non. L'autre chose, je dois avoir le même indicateur durant toute la durée du projet pour me permettre de mesurer
est de suivre mes mesures à intervalles réguliers. Par exemple, quand je prends un tableau de bord ou bien un tableau de suivi des indicateurs, si mon projet est sur 6 mois, je peux décider de suivre les impacts, les résultats ou les activités chaque mois ou bimensuellement. Pourquoi suivre bimensuellement, par mois ou suivre à intervalles réguliers un projet d'action sanitaire? Quelqu'un peut nous apporter une réponse? Pourquoi est-ce qu'on doit suivre à intervalles réguliers un programme, un projet d'action communautaire? Bonsoir. Oui, salut. Oui, selon moi, cela nous permettrait de suivre régulièrement l'évolution ou l'évolution du projet. Ok, ça nous permet de suivre régulièrement l'évolution du projet. Bonsoir. Oui, salut. Oui, je pense que il faudra suivre le tout et de façon régulière pour pouvoir ajuster les activités au cas où dans la mise en œuvre, on va peut-être remarquer des difficultés ou bien des soucis. Donc, ça va permettre d'ajuster aussi les activités pour pouvoir résoudre le problème de façon holistique. Merci. Ok, on va faire des mesures à intervalles réguliers pour pouvoir être sûr qu'on est en train d'atteindre notre objectif, c'est-à-dire pour évaluer où est-ce que nous en sommes, pour ajuster nos actions à tout moment. L'impact direct de cette pratique, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas obligé, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'attendre forcément la fin d'un projet d'action communautaire pour en ajuster les actions. Si je prends l'exemple que je veux augmenter de 30%, 60% le taux de consultation dans le centre de santé sur 6 mois et qu'à 3 mois, je remarque que au niveau des 30% de départ, je suis toujours à 31%. Ce n'est pas dans les 3 derniers mois que je vais espérer avoir un miracle. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de mes activités. Donc, la mesure à intervalles réguliers, le suivi progressif, nous permet de piloter de manière efficace le projet. Il y a M. Adrien qui veut nous ajouter quelque chose. Il y a aussi des... Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, salut. Oui, Adrien depuis le Sénégal. Donc, pourquoi suivre de façon régulière les indicateurs ou un projet de santé communautaire? Ça nous permet de détecter les erreurs ou bien les dérives. Ça peut aussi nous permettre de faciliter la prise de décision et garantir la transparence, mais ça permet aussi de responsabiliser les acteurs, mais pour aussi capitaliser l'expérience. Merci. OK. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Quand il parle de capitaliser l'expérience et de responsabilité des acteurs, on peut mettre ces deux informations ensemble parce que dans un projet, il y a toujours à chaque niveau une tâche précise accordée à chaque personne. Et comme un projet est piloté par une équipe, comme on a dit dès le premier jour, on doit exploiter les forces et les faiblesses de chaque équipe. Si on remarque que celui qu'on a mis sur la formation des relais, il a du mal à atteindre cet objectif, on peut essayer de permuter avec un autre pour qu'on puisse tenir dans le temps et aller vers l'atteinte de nos objectifs. Le quatrième critère d'un indicateur dans un projet de santé communautaire, c'est que l'indicateur doit être interprétable sans qu'on aille appeler un expert. Et c'est à ce niveau qu'on doit faire la différence entre un projet de recherche clinique, académique, un projet de recherche communautaire et un projet d'action communautaire. Dans le projet de recherche clinique, de recherche académique, on peut commencer par utiliser des indicateurs qui sont plus sophistiqués, qui nécessitent plusieurs calculs. On peut commencer à parler d'indicateurs de risque, de mesures d'association, de modélisation, qui sont efficaces, c'est des informations qui sont intéressantes pour la science. Mais en santé communautaire, ce qu'on veut savoir, c'est une information que même
la personne la moins instruite, quand on lui explique que quand on a commencé ce projet depuis 3 mois, aujourd'hui, on est à 50% d'atteinte. Non, sur 10 personnes, on est passé de 4 sur 10 à 6 sur 10. Il faut qu'on puisse interpréter le chiffre, l'indicateur, sans aller faire des recherches, sans aller appeler un expert. Jusqu'à il y a des questions? Il y a des réponses dans le chat. Il y a Sokhna Babagay qui a dit que le suivi à intervalles réguliers permet d'observer l'évolution des indicateurs, de détecter précocement les difficultés et d'ajuster les interventions en cours de projet. Mais il facilite ainsi la prise de décision et améliore l'efficacité des actions. Il y a aussi Madame Carmel qui a dit que c'est pour s'assurer, pour les indicateurs bien sûr, pour s'assurer que le projet ne déraille pas ou ne passe pas à côté de l'objectif fixé. Monsieur Boris qui nous dit que ça nous facilite la tâche dans la prise de décision et suivre progressivement. Et il y a aussi Monsieur Pierre qui a écrit suivre notre plan d'action, les ajuster pour que notre objectif SMART soit atteint. Voilà, OK. je crois que j'ai tout lu. Donc, si on essaye de restructurer les différents exemples d'indicateurs que vous avez cités tout à l'heure, il faut qu'on soit, comme on l'a dit, en ayant en tête ces 4 critères-là, simples à utiliser, interprétables sans faire appel à un expert, peut être mis en place de manière régulière. On va essayer de prendre notre activité, le résultat direct attendu et l'impact attendu à la base de ce résultat-là et de voir quels sont les indicateurs, quels sont les outils précisément qu'on peut utiliser à chaque niveau. Donc, au niveau de l'impact attendu, l'impact qu'on attend ici, c'est que le pourcentage des mères qui consultent lors d'un épisode diarrhéique de leur enfant au centre de santé, que ça passe de 30% à 60% en 6 mois. Ce qu'on peut calculer ou l'indicateur qu'on peut utiliser pour traduire cela, c'est juste de prendre le nombre de mères qui ont consulté durant les 3 mois, durant la période où le projet a été mis en place, sur le nombre de mères d'enfants de moins de 5 ans et proportion. Et pour avoir ces informations, on peut fouiller dans des outils comme le registre de consultation du centre de santé communautaire. Dans ce registre-là, généralement, il y a des rubriques comme le motif de la consultation. Si on veut pousser encore plus l'information, on peut aller chercher les symptômes qui sont déclarés par la mère, depuis combien de jours les symptômes ont apparu chez l'enfant et quel jour la mère est venue en consultation. Et comme on est spécifique aux enfants de moins de 5 ans, bien évidemment qu'on va utiliser la tranche d'âge pour pouvoir adapter ou ajuster le plus notre indicateur à notre objectif SMART. Le résultat direct qu'on attend de nos séances de causerie, par exemple, c'est que les relais qui sont formés soient actifs. Donc, pour calculer cet indicateur, c'est aussi simple. Je prends le nombre de relais qui ont fait une séance de causerie éducative sur le nombre de relais qui ont été formés et je multiplie aussi par 100 si je veux l'exprimer en termes de pourcentage. Et pour cela, l'outil le plus adapté, c'est la fiche de suivi des relais. Ça peut être un cahier simple, vous pouvez faire juste un tableau et le remettre. Ou dans le tableau, ils vous diront sur tel jour, ils ont fait telle causerie éducative, il y avait telle personne présente, tel message clé ont été passés et il y avait eu telle question. Si vous n'avez pas ces cahiers-là, vous pouvez utiliser Comcare dans les pays où c'est disponible. Il y a Comcare où les relais communautaires peuvent remplir leur activité ou encore des registres des activités communautaires qui sont disponibles au centre de santé. Pour ce qui est de l'activité dont vous êtes responsable vous-même, ce n'est pas parce que vous êtes responsable de l'activité que vous ne devez pas avoir un indicateur pour le tracer ou notifier que vous avez réalisé votre part dans le projet. Donc, c'est toujours la même chose. On part toujours d'un dénominateur et d'un numérateur. Si au départ, je visais former 5 relais communautaires, ça veut dire qu'au dénominateur, j'aurai 5. Au numérateur, j'aurai le nombre de personnes, le nombre de relais communautaires qui ont pu suivre finalement de manière effective les formations.
toujours les mêmes types d'outils, c'est des registres des activités du centre communautaire du centre de santé. Ça peut être un cahier de présence des participants. Ça peut être aussi un tableau de bord de suivi de vos activités communautaires. Tout dépend des ressources matérielles qu'il y a dans chaque district sanitaire. Monsieur Serge, il y avait une question. Il Oui, demande, est-ce qu'on peut dire qu'un indicateur est la base du bon suivi évaluation? oui, un indicateur, bon, on peut reformuler cette phrase-là. Un bon indicateur est la base d'un bon suivi d'évaluation. Parce que si l'indicateur n'est pas bon, tu vas évaluer, mais tu n'auras pas une bonne évaluation. Donc, on vise toujours un bon indicateur pour faire une bonne évaluation plutôt. D'autres questions? Non, c'était juste cette question-là de monsieur ou madame Sabatenga. Et il a dit que c'est bon. Il ou elle a dit que c'est bon. Ok. Merci. Donc, hier, quand on parlait de nos objectifs SMART et des activités qui en découlent, on a insisté sur le point qu'un projet qu'on veut qu'il soit effectif, durable, pérennisable, ne doit pas se baser ou bien ne doit pas attendre des financements internes, externes plutôt. Donc, et si on rebondit sur ce que monsieur, comment il s'appelle déjà? Monsieur Sabatinga vient de dire, qu'un bon indicateur est à la base d'une bonne évaluation ou bien d'un bon suivi de l'évaluation. Ça veut dire que dès le départ, dès la construction de mon plan d'action sanitaire, je dois déjà identifier les indicateurs dont j'aurai besoin pour suivre mon projet d'action communautaire. Et il y a une règle très simple que vous devez utiliser. Si on ne doit attendre rien des financements externes, on doit miser sur les forces, c'est-à-dire sur les ressources matérielles déjà disponibles. Donc, si votre outil ou l'indicateur que vous trouvez qui est le plus adapté n'existe pas encore dans le milieu, partez du principe que ça ne fait pas partie du projet. Et pour cela, ce que vous pouvez faire, c'est de commencer par faire un inventaire de tout ce que vous avez comme outil. Parce que, comme on l'a dit, pour un bon indicateur, on veut le bon compromis entre simplicité, efficacité, durabilité et la capacité à déployer ça sur des intervalles réguliers. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va forcément avoir en tout temps le meilleur indicateur qu'on veut. Parfois, on est obligé de choisir un indicateur qui est moins meilleur qu'un autre, juste pour pouvoir avoir l'information en temps réel. Donc, sur cette Ouais. diapositive, vous allez voir en vert tout ce qui est simple et parfois facile à mettre en place, qui ne nécessite pas de financement extérieur et qui est généralement disponible dans plusieurs centres de santé ou dans plusieurs districts communautaires. Donc, quand on prend les registres de centres de D'accord. santé communautaire, il y a une question? Oui, il y a madame Sorna Diouf qui a levé la main. Oui, Madame Sorna, Bonsoir tout le monde. oui, salut. Bonsoir. bonsoir. Bon, je voulais juste demander s'il y a une différence entre l'indicateur et les outils qu'on va utiliser. Est-ce qu'il y a une différence? Entre l'indicateur et l'outil qu'on va utiliser, c'est ça la Oui, question? oui, effectivement. Ok, l'indicateur, c'est le chiffre, c'est la valeur qu'on obtient à partir de l'outil. L'indicateur, par exemple, c'est 50%, c'est par exemple 2 personnes sur 6, c'est un enfant sur 4, c'est plus de la moitié de la population. Ça, c'est un indicateur. Maintenant, pour avoir cet indicateur-là, il faut un outil. Comment est-ce que je sais que ça fait 50% de la population qui vient en consultation? C'est parce que je suis allé voir le nombre de personnes qui sont venues en consultation, ce nombre de personnes qui devraient venir. Et ce nombre-là, je peux le voir dans le registre. Donc, l'outil, c'est sûr avec quoi vous collectez les données pour construire l'indicateur. C'est bon? Oui, effectivement. Merci beaucoup. J'ai compris. Merci. Donc, quand on prend tout ce qui est registre disponible au centre de santé communautaire, on peut construire plusieurs indicateurs à partir de tout ce qui est registre. Donc, tous les registres, par défaut, sont des outils pour construire des indicateurs. Quand on prend un cahier, on peut faire des tableaux de suivi, on peut faire des tableaux
d'évaluation des séances de sensibilisation, des tableaux de suivi de visite à domicile. Troisième case, on peut aussi avoir les outils numériques. Aujourd'hui, on a une expansion de la téléphonie mobile, ce qui fait que c'est plus simple aujourd'hui de collecter certaines données. Même en région communautaire ou bien en zone communautaire, c'est vrai que ce n'est pas toujours faisable, mais il y a des possibilités, surtout avec certains pays comme le Bénin, avec la politique nationale de santé communautaire. Il y a des applications et des ressources auxquelles les relais communautaires ont déjà accès et ils peuvent transmettre l'information. Donc, sur les téléphones, on va parfois utiliser des formulaires téléphoniques avec Kobo Toolbox, ODK, Comcare, tout ce que vous connaissez comme outils. Juste qu'il faut prendre en compte euh, les réalités de votre terrain. Un outil de formulaire numérique ou téléphonique en projet de santé communautaire ne devrait pas être un outil qui dépend de la connexion Internet. Je sais que Kobo Toolbox, ODK, c'est des outils où tu peux collecter les informations et après tu peux synchroniser lorsque tu es connecté à un Wi-Fi. Donc, ces outils, l'avantage, c'est qu'on peut agréger facilement des données, on peut avoir plus facilement les indicateurs, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, on a des outils plus sophistiqués qui sont utiles, qui donnent des informations bien précises, des informations, des indicateurs bien plus jolis, mais qui sont compliqués à utiliser en région communautaire. Si on prend des outils qui nécessitent déjà un ordinateur, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, tout ce qui est tableau Excel, euh, logiciel d'analyse de données, EPI Info, R, SPSS, tout ça pour un projet de santé communautaire, on peut éviter. Des questions? Oui, effectivement. Il y a M. Tierno Abdoulaye Saro qui demande pour un projet communautaire, est-ce que c'est obligatoire d'utiliser un indicateur? Pour un projet comme... Pour un projet communautaire, est-ce que Oui. c'est obligatoire d'utiliser un indicateur? Pour un projet communautaire, c'est incontournable d'utiliser un indicateur. Parce que, comme on a dit depuis le début, sans indicateur, vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne savez pas dans quelle direction vous allez, vous ne savez pas si vos objectifs sont être en train d'être atteints plus tôt. Déjà, si vous remarquez bien, c'est que dans la formulation même du problème de santé communautaire, on utilise déjà un indicateur. Et c'est à la fin qu'on verra est-ce que cet indicateur, est-ce que ça a évolué dans le sens qu'on voudrait. La personne a satisfaction à sa question. Et une autre Monsieur question, ou c'est la seule Tierno, question? est-ce que c'est bon pour vous? Ah, il a dit merci. Ok. Merci beaucoup à lui pour cette question aussi. Là, vous allez devoir écrire dans la discussion ou prendre la parole, ou lever juste la main, on va vous désigner. On va voir si jusque-là, ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on est en train de suivre. Donc là, moi, j'ai deux questions que j'aimerais vous poser. Avec votre compréhension actuelle, parmi les quatre indicateurs qui sont listés là, lequel de ces indicateurs mesure un impact et non une activité? On a le nombre de séances organisées, le nombre de relais formés, le pourcentage des mères qui consultent lors d'une diarrhée, le nombre de fiches distribuées. Il y a Sokhna Diouf qui a levé la main. Ici, on peut avoir le pourcentage de mères qui consultent lors d'une diarrhée comme étant un indicateur qui mesure un impact. D'accord. Donc ici, le seul indicateur qui mesure un impact, c'est la réponse C. C'est le pourcentage des mères qui consultent lors Ouais. d'une diarrhée. C'est l'impact qu'on attend lorsqu'on déploie notre activité. Deuxième question, quelle source de données est la plus appropriée pour suivre le taux de consultation dans un centre de santé communautaire? A, enquête téléphonique mensuelle. B, registre de consultation du centre. C, rapport annuel du ministère. D, formulaire rempli par les maires.
Il y a des réponses dans la discussion. Dans la discussion, ils ont dit, attendez, Je vois dans la discussion que tout le monde est unanime sur la réponse B, qui est question registre des B. consultations du centre. Oui. Parce que ici, avec cet outil-là, on a directement accès à cet indicateur. On veut le taux de consultation dans le centre de santé. Quand on prend le registre des consultations, c'est beaucoup plus simple. Tout à l'heure, quelqu'un demandait, est-ce on doit d'abord faire un plaidoyer avant de commencer un projet d'action communautaire? La réponse, c'est non, comme j'avais déjà expliqué au début. Mais quand on a des indicateurs et qu'on les suit, on peut utiliser ces indicateurs-là pour aller maintenant vers les bailleurs de fonds, vers les organisations non gouvernementales. Pourquoi? Parce qu'on a déjà expérimenté une solution et on aurait vu est-ce que la solution répond bien au problème. Ça, c'est grâce aux indicateurs qu'on saura. Si je veux que d'ici 6 mois, le taux de consultation passe de 30 à 60%, normalement, à 3 mois, je dois déjà être à 40%. Là, je peux espérer que je vais atteindre l'objectif. Si à 3 mois, je suis encore en train de tourner autour de 31%, 32%, je me rends compte qu'il y a un problème. Et là, je m'assois encore avec l'équipe. On essaie de revoir nos activités. On essaie de voir est-ce que toutes nos activités ont été réalisées. On regarde aussi les indicateurs des activités. On essaie de voir est-ce que les résultats directs de ces activités-là aussi, est-ce qu'il y a un bon indicateur. On essaie de voir est-ce que ces résultats-là ont été soulevés, ont été relevés. Et ensuite, on commence à voir que, par exemple, c'est au niveau de l'impact attendu qu'il y a toujours un problème. Ça veut dire qu'il y a toujours un levier là sur lequel on n'a pas encore mis une action. Et quand on regarde ce levier maintenant, on se rend compte que les ressources qu'on a ne nous permettent pas d'activer ce levier. On est obligé maintenant d'aller faire un plaidoyer. Donc, c'est dans ce ordre-là. J'ai mon projet d'action communautaire, je commence, j'évalue avec des indicateurs, j'ajuste, et quand ça dépasse mes compétences ou que ça dépasse les ressources que j'ai, je fais appel maintenant à une organisation externe. Donc, on va prendre une pause, et pendant cette pause-là, on aura l'intervention d'un agent de santé communautaire qualifié qui va vous expliquer, qui va vous partager plutôt son expérience. Je ne sais pas si M. Damien Atier est là. Je voyais une question dans la discussion qui demande comment peut-on mettre en œuvre un projet de santé communautaire sans financement. Le but d'avoir un projet de santé communautaire, déjà, c'est de le bâtir sans compter sur un financement externe. Et comment est-ce que je m'assure que je n'aurai pas besoin de financement externe? C'est la spécification du problème de santé communautaire. Plus mon problème est précis, moins il va demander de ressources. Admettons, celui qui veut augmenter la consultation du centre de santé chez les enfants et chez les femmes en âge de procréer, il s'adresse déjà à deux cibles. Et parmi ces deux cibles-là encore, il y a des sous-catégories. Chez les enfants, des enfants de moins de 5 ans, les enfants en âge scolaire, les enfants de 14 jusqu'à 18 ans. Tous ces sous-groupes-là, les mécanismes qui vont faire qu'ils vont venir au centre de santé sont des mécanismes différents. Donc, si tu veux t'adresser à tous ceux-là ensemble, forcément, tu seras dans l'obligation de dépasser les ressources matérielles qui sont à ta disposition. Donc, il faut déjà bien spécifier ton problème. Et que tu spécifies bien ton problème, tu sais à quelle cible tu as affaire. Ça, c'est un. Deuxième chose, ton plan, quand tu connais la cible à laquelle tu veux t'adresser, les activités que tu vas programmer seront directement reliées à ces cibles-là. Mais ces activités doivent tenir compte des ressources que tu as. Ce qui veut dire quoi? Qu'on ne fait pas une activité pour venir voir est-ce que c'est possible. Non. On regarde ce qu'on a et on se dit est-ce qu'avec ce que j'ai, est-ce que je peux faire cette activité? Non. Quelle est l'alternative de cette activité? Je trouve une autre alternative. Je regarde encore les ressources que j'ai. Est-ce qu'avec les ressources que j'ai là actuellement, est-ce qu'on peut faire cette activité? Donc, c'est bien spécifier son problème, regarder les ressources qu'on a, faire l'inventaire des outils qui sont à notre disposition et se baser sur ça pour maintenant planifier nos activités. La réflexion ne devrait pas être faite dans le sens inverse, c'est-à-dire avoir le plan idéal et revenir voir les ressources qu'on a. Non, on bâtit un plan avec les ressources qu'on a. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, quand on déploie un plan d'action sanitaire, même dans l'expérience que M. Damien nous a partagé tantôt, il nous a expliqué que quand ils ont commencé leur activité, à 2 mois, ils se sont rendus compte qu'ils sont encore très loin de l'objectif.
Donc, ils ont encore réuni l'équipe, ils ont encore fouillé les causes, c'est-à-dire ils sont encore allés bien spécifier le problème d'action, le problème de santé communautaire. Et c'est à base de ce problème-là maintenant, vu que le problème est bien spécifié, ils ont pu avoir des actions plus concrètes et finalement, ils ont commencé à avoir des résultats. Et dans tout ce qu'il a décrit, ils ne sont pas encore passés à une étape où ils sont allés chercher des financements ailleurs. Non, ils ont utilisé juste la sensibilisation, mais jusque pour cette fois-ci, ils ont bien identifié avec qui ils devaient communiquer. Donc, un projet de santé communautaire sans financement, c'est bien spécifier son problème, partir des ressources qu'on a pour bâtir nos activités, faire l'inventaire de nos outils avant de se lancer dans une dynamique d'amélioration des conditions de vie. Je vois qu'il y a une autre question. Est-ce que tout un programme de santé communautaire dans un village, c'est obligatoire d'impliquer le chef de village? Toujours, euh, toutes les planifications qu'on aura à faire seront toujours liées à un contexte. Quand on est en contexte d'urgence, on est en face d'une maladie à potentiel épidémique, on ne peut pas forcément attendre l'autorisation de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on veut agir vite pour répondre à ce qu'il y a comme impact, à ce qu'il y a comme conséquence qui va venir rapidement et vite. Par contre, quand notre projet commence par toucher à des pratiques culturelles, à des comportements qui sont ancrés socialement, à des habitudes qui sont motivées par l'appartenance à une ethnie ou à une culture, là, on peut commencer déjà par inclure des chefs religieux, le chef du village, même parfois des prêtres de couvent. Donc, tout est une affaire de contexte. Et dans le cahier de charge d'un infirmier ou de celui qui part service dans une zone communautaire, il n'est pas dans la hiérarchie, il n'est pas dans la politique, il n'est pas placé sous le chef du village ni sous le chef d'arrondissement. Juste, ce que l'agent de santé communautaire fait, c'est qu'il doit avoir de bonnes collaborations et de bonnes relations avec ces personnes-là. Donc, parfois, demander l'autorisation, c'est juste une forme de respect, c'est juste une forme d'inclusion des autorités qui existent. Mais ce n'est pas une obligation pour euh, euh, déployer un plan d'action. Ça va vraiment dépendre du contexte. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on peut faire le résumé sur ce qu'on vient de voir. Et ensuite, on vous mettra dans les groupes en fonction des thématiques auxquelles vous avez adhéré. Et on vous expliquera ce qu'on attend de vous à la fin des 2 journées d'atelier. Donc, quand on revient sur nos indicateurs, vous voyez l'écran? Oui, on voit. OK. Pour résumer tout ce qu'on a dit, préciser certains points, moi je vous dirais juste, au début on a dit quoi? Pour un indicateur, on ne veut pas juste évaluer l'activité. On veut évaluer aussi le résultat qui découle de cette activité et qu'est-ce que ce résultat-là apporte dans l'impact qu'on attend. Donc, mettez-vous en tête que quand vous planifiez votre plan d'action communautaire, quand vous avez vos actions, vous n'évaluerez pas que les actions, mais vous devez avoir des indicateurs pour les actions, pour les résultats directs et pour l'impact attendu. L'autre chose, on ne doit pas ignorer les registres qui sont déjà disponibles. C'est ce que je viens de réitérer tantôt. On ne construit pas un plan idéal sans consulter les ressources qu'on a à notre disposition. C'est-à-dire, on part déjà des registres disponibles et on essaie de voir quelle information on a avec ces registres-là. Quand on se rend compte que ces informations ne seront pas suffisantes, qu'on essaie maintenant de commencer par construire d'autres outils pour avoir accès à d'autres indicateurs. Troisième et dernière chose, c'est que souvent on pense que comme j'ai un projet d'action sanitaire, il faut que j'ai beaucoup d'indicateurs pour pouvoir tracer le projet. Non. Quand vous avez plusieurs indicateurs, ça devient difficile de tracer exactement, de mesurer réellement
une activité, un résultat ou un impact attendu. C'est pour cela que dans la diversité de ces outils-là, on doit toujours choisir l'outil qui donne l'indicateur le plus adapté pour décrire la situation. Si dans un projet, tu as 3 activités, que tu as 8 indicateurs, ce sera compliqué de faire le suivi. Parce que tu dois faire 3 activités, tu dois superviser ces activités-là. Ensuite, tu dois commencer par encore collecter des données pour 8 indicateurs, alors que tu as des tâches dans ton cahier de charge. Donc, un maximum de 3 indicateurs, ça va. 2 à 3 indicateurs. Parce qu'il faut prendre en compte qu'on va évaluer l'action, évaluer le résultat attendu et aussi évaluer l'impact. Donc, on ne veut pas un florilège d'indicateurs, on ne veut pas une liste d'indicateurs. On veut des actions concrètes mesurées de manière efficace par un indicateur. C'est l'idéal. Des questions? Vous avez des questions Euh, sur les indicateurs? oui, il y a des questions. Il y OK. a Madame Koumbassi qui demande et si les renseignements du registre ne sont pas suffisants ou ne nous donnent pas les informations dont on a besoin, que faire? OK. Que faire si les renseignements du registre ne sont pas suffisants ou ne nous donnent pas les informations dont on a besoin? Que faire? Première chose, on se pose la question, est-ce que l'indicateur que je veux, est-ce que c'est uniquement par le registre de soins de santé que je peux avoir cet indicateur? Si je prends l'exemple du taux de consultation, l'idéal, ce serait de l'avoir dans le registre de santé. C'est la meilleure façon, c'est le meilleur outil qu'on peut utiliser pour avoir cet indicateur-là. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire que cet indicateur-là ne sera pas disponible dans le registre de soins de santé? Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la traçabilité des consultations qui viennent. Ça veut dire soit les infirmiers qui sont là ne prennent pas le temps de renseigner toutes les informations des personnes qui viennent en consultation. Donc, votre suivi dans ce cas va vous permettre d'avoir aussi une autre cause probable du faible taux de consultation. Ça veut dire que vous devez encore regrouper l'équipe et leur faire comprendre l'importance de renseigner toutes les informations des personnes qui viennent en consultation. Deuxième chose, c'est qu'on se rend compte que non, l'outil que j'ai me permet juste d'avoir une partie des informations qui sont nécessaires pour évaluer mon projet. Ça veut dire que je dois aller construire un deuxième outil pour avoir l'autre information. Je suppose que dans le registre des soins de santé, je n'ai pas toutes les informations que je veux. Je n'ai pas, par exemple, depuis combien de jours est-ce que la personne a commencé la diarrhée avant que sa maman ne l'amène à l'hôpital. Je peux aller construire un autre outil. Je peux juste faire un tableau de suivi que je confie au relais communautaire de la zone. Et je leur dis, si une maman vous contacte et vous dit, mon enfant commence à faire la diarrhée, notez le jour où elle vous a contacté, l'heure à laquelle elle vous a contacté. Ensuite, on remarque que la maman est venue peut-être 3 jours après quand c'est devenu plus grave. Là, j'ai une information dans le registre de santé et j'ai une autre information chez les relais communautaires. Donc, c'est toujours se poser 2 questions. Est-ce que l'outil que j'utilise, c'est l'outil le plus adapté pour avoir l'indicateur que je veux? Si oui, si je n'ai pas les informations, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des acteurs. Ça veut dire que des gens ne renseignent pas les informations dans les outils. Deuxième cas, est-ce que l'outil que je veux est l'outil le plus adapté pour avoir l'indicateur? Ça peut être non, parce que cet outil-là me donne juste une partie de l'information. Dans ce cas, je suis obligé d'aller maintenant penser à un outil simple, efficace, facile à remplir, facile à déployer pour venir compléter l'information qui me manque. La personne a satisfaction? Oui, et il y a aussi Madame Sorna Babagay qui demande comment faire quand les données ne sont pas fiables ou incomplètes. Je pense que cette question rejoint un peu la question Mhm. précédente. Quand les données ne sont Ok. pas fiables, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de ceux qui renseignent les données. Soit on s'assoit avec eux, on leur demande qu'est-ce qui crée le problème. Parfois, c'est juste parce que les détails que vous demandez aux personnes, c'est trop de détails. Par exemple, pour un seul cas de diarrhée, vous pouvez demander 15 détails. Ce sera compliqué pour la personne de s'asseoir chaque fois et de renseigner les 15 détails. Donc, on peut s'asseoir en équipe et voir parmi les 15 détails là, quels sont les 5 détails qui sont les plus importants.
on s'entend sur ça et on dit, OK, ou quand ces personnes vont venir, obligatoirement, prenez ces 5 détails-là. Et le reste, quand c'est possible, quand vous avez du temps, prenez ça. Là, au moins, on a une information. Deuxième chose, quand les données sont incomplètes, c'est aussi la même chose. Est-ce que l'outil est adapté? Si l'outil est adapté, c'est qu'il y a un problème au niveau du remplissage. On essaie de trouver un moyen. Soit les personnes ne savent pas comment on peut remplir le questionnaire, on fait une formation pour leur montrer, c'est comme ça on remplit, c'est comme ça on peut faire pour aller plus vite. Ou l'outil ne permet pas de capter la totalité de l'information dont on a besoin, donc on doit ajouter un autre outil. D'autres questions? Non, ça va. Je crois que vous avez répondu à toutes les questions.